console et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Bonsoir la grande famille, c'est juste un petit rappel pour vous signaler que dans pratiquement 5 minutes, nous allons pouvoir commencer notre conférence d'aujourd'hui, telle que vous avez vu même dans l'annonce qui est juste au-dessus de mon enregistrement. Et nous vous demandons d'informer les autres et rester donc branchés, préparés pour suivre notre conférence d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Sans plus tarder et avec votre permission, je m'avais invité Monsieur l'orateur Jonas Kakongo Hassan de bien vouloir nous présenter l'essentiel de ce qu'il a prévu pour nous ce soir. Monsieur l'orateur, vous avez la parole. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs de la grande famille. Il est 20h30, chose promise, chose dite. Nous voilà au début de notre conférence de ce soir, telle qu'annoncée, conformément à la vision de la coordination de notre grande famille, afin de promouvoir les échanges scientifiques au sein de notre communauté. Nous sommes toujours dans la logique de notre grand thème, à savoir, question des sociétés pour le développement de la RDC. Que retenir? La conférence de ce soir nous réunit autour du sujet l'éducation, élément moteur pour le développement de la RDC. L'éducation, élément moteur pour le développement de la RDC, ça va constituer l'objet de notre conférence de ce soir. Merci beaucoup. Avant de pouvoir continuer au fond de notre conférence, il est important de faire un petit rappel sur la discipline à suivre tout au long de notre conférence. Juste après ma petite présentation, je vais passer la parole à notre orateur pour nous présenter l'essentiel de ce qu'il a prévu pour nous. Nous allons tous suivre l'exposé attentivement sans intervenir jusqu'à ce qu'il termine. Je vais par la suite reprendre la parole pour ouvrir le débat. Ce n'est qu'alors que le public aura à intervenir l'un après l'autre selon l'ordre que nous allons fixer. Nos interventions sont souhaitées et voulues, constructives, dans le strict respect mutuel. Pour gagner le temps, je vais procéder à la présentation de l'équipe animatrice de notre conférence d'aujourd'hui. La modération vous est assurée par moi-même, votre humble frère, répondant au nom de Botei Katamo Benjamin. Je suis médecin congolais, mon domaine de spécialisation c'est la cardiologie. Je suis médecin cardiologue à Mamayemo. Actuellement, je fais le PhD à l'université de Zhengzhou dans la province de Henan. Bonsoir la famille. Bonsoir messieurs les modérateurs. Bonsoir la coordination dirigée par monsieur Alain. Merci de m'avoir accordé la parole et l'opportunité de pouvoir intervenir aujourd'hui, ce soir, dans la grande famille CCFC-O. Mon intervention de ce soir s'articule sur les thèmes susmentionnés sur l'affiche, dont je rappelle encore éducation, élément moteur pour le développement de la RDC. Comme vous le savez tous, c'est sur base de ces points, j'étais en train de dire, comme premier point, c'est la notion de l'éducation. Que retenir sur ces points? L'éducation, c'est un art de former, d'élever une personne, spécialement un enfant ou un adolescent, en développant ses qualités physiques, intellectuelles et morales, de façon à lui permettre d'affronter sa vie personnelle et sociale avec une personnalité suffisamment épanouie, afin de devenir utile dans la société. Alors, cela nécessite les moyens à mettre en œuvre pour assurer cette formation. Deuxièmement, après ces
cette courte définition, je voudrais présenter ici les agents de l'éducation. 1. Nous avons la famille. La famille a comme rôle d'assurer une éducation de base à l'enfant. Le deuxième agent de l'éducation, c'est l'Église. L'Église a comme rôle de faire de l'enfant, de devenir un homme saint d'esprit et honnête. Le troisième agent de l'éducation, c'est l'école. L'école s'occupe de la formation intégrale de l'enfant. Qui dit formation intégrale, cela fait appel à l'instruction. Et dans l'instruction, nous voyons la formation intellectuelle, l'éducation physique, où on va développer qualité physique de l'enfant, l'éducation morale, où on doit enseigner à l'enfant les valeurs morales, comment se comporter dans la vie. Le troisième agent de l'éducation, c'est l'école. L'école s'occupe de la formation intégrale de l'enfant. Qui dit formation intégrale, cela fait appel à l'instruction. Et dans l'instruction, nous voyons la formation intellectuelle, l'éducation physique, où on va développer qualité physique de l'enfant, l'éducation morale, où on doit enseigner à l'enfant les valeurs morales, comment se comporter dans la vie. Avant de donner le quatrième agent, je préfère donner d'abord le but de l'éducation. Le but de l'éducation est que l'enfant devient un homme bon, un homme qui fait du bien pour les autres. Mais en dehors de ce but, il y a un but ultime de l'éducation, c'est faire de l'enfant de devenir un homme bon. Et les autres buts éducatifs, bien qu'indispensables, sont subalternes à ce but ultime. Je voudrais maintenant ici parler de l'objectif de cette conférence de ce soir, parce qu'il est important que les gens ou les interlocuteurs puissent retenir quelque chose sur ce que nous sommes en train d'échanger. Nous nous sommes assignés l'objectif selon lequel, à l'issue de notre intervention, que nos interlocuteurs puissent retenir que l'éducation reste un élément incontournable, voire un socle où le développement de toutes les nations en général et celui de la RDC se fonde. Comment y parvenir? C'est un questionnement qu'on peut se poser. Il y a une responsabilité qui revient à l'État et à l'homme congolais. C'est-à-dire, il y a des acteurs qui peuvent rendre possible cet accomplissement pour que l'éducation joue son rôle de développer le pays. Je commencerai par le premier agent, c'est l'État, donc la responsabilité de l'État congolais. Dans ce qui revient à l'État, nous devons retenir ici où nous allons essayer de parler de l'éducation nationale. C'est ensemble des services publics chargés d'assurer la formation de la jeunesse
et plus particulièrement sa formation intellectuelle, instruction. Là, on voit les domaines intellectuels. Là, on va parler d'un homme instruit. En lui, on trouve les savoirs. Dans un homme instruit, on trouve les savoir-faire et les savoir-être. Et ça, c'est la tâche du ministère de l'Éducation nationale. Un autre élément qu'il faut retenir dans ce qui revient à l'État pour rendre effectif le développement de la nation en s'appuyant sur l'éducation. 1. L'État doit mettre en place des infrastructures éducatives de qualité sur toute l'étendue du territoire national afin de permettre un bon apprentissage de la jeunesse congolaise qui est l'avenir de demain. Je suis en train de dire que l'État est censé mettre en place des infrastructures éducatives de qualité sur toute l'étendue du territoire national afin de permettre un bon apprentissage de la jeunesse congolaise qui est l'avenir de demain. Et une des disciplines des sciences de l'éducation qui s'occupe de cette tâche-là, c'est l'ergonomie, où on étudie l'adaptation des salles de classe à l'enfant. Là, c'est sur le plan scolaire. Et sur le plan professionnel, on voit l'adaptation du travail à l'homme. Ça, c'est l'ergonomie, étant comme science qui s'occupe de cette tâche-là. Les conditions de travail. Et un autre point, c'est un autre élément que l'État est censé faire pour rendre effectif ce développement, c'est le recrutement du personnel enseignant qualifié, capable d'assurer ou bien de transmettre une bonne formation intellectuelle aux jeunes sur le plan scolaire. Et sur le plan professionnel, il est demandé à l'État de faire un recrutement d'un personnel administratif qualifié pour un accomplissement efficient des tâches qui leur est assignées. Et une des disciplines qui s'occupe de ces tâches-là, c'est l'OSP, l'orientation scolaire et professionnelle. Dans l'orientation scolaire et professionnelle, on s'occupe plus de l'élève qu'il faut dans l'option qu'il faut sur le plan scolaire, parce qu'il faut orienter les enfants dans les options qui conviennent mieux à leur capacité, à leur aptitude, afin d'éviter les gaspillages, afin d'éviter les pertes, afin d'éviter les dépenses. Et sur le plan professionnel, l'OSP s'occupe de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parce que lorsque on recrute les gens, il faut que les gens assument les fonctions qui correspondent à leur domaine de recherche. Et quand on met l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, cela va permettre à l'entreprise publique ou privée de pouvoir maximiser les recettes. Et nous allons encore faire mention de la gestion des ressources humaines, la GRH. C'est une des disciplines qui s'occupe de comment gérer le personnel. C'est le personnel qui est engagé, mérite d'être bien traité, d'assurer ces bonnes conditions de travail. Et
Autre discipline, je disais, autre discipline, c'est analyse du travail. L'analyse du travail s'occupe du job description. Avant d'embaucher les gens, il y a un travail qui se fait. D'abord, c'est d'identifier les postes à pourvoir et de l'autre côté, identifier les personnes qui remplissent les profils pour assumer tel ou tel poste. Et la discipline qui s'occupe de ça, de ce travail-là, c'est l'analyse du travail. Un autre élément qui revient à l'État, l'État doit rester connecté avec les universités pour permettre à l'État de consommer ce que les universités produisent. Et cela va lutter contre le chômage qui gangrène aujourd'hui notre société. Nous avons constaté que l'État s'est dissocié des universités. Il n'est pas connecté, il ne sait pas exactement ce qui se passe dans les universités. Or, ce n'est pas normal pour un gouvernement de ne pas se rendre compte, de ne pas rester attaché à l'université ou aux universités. Et un autre point, c'est la valorisation par l'État de la personne enseignante. En général et en particulier les professeurs d'université. Pourquoi nous disons la valorisation? C'est sur le plan salarial. Aujourd'hui, regardez ce que touche un enseignant d'école primaire et ce que touche un professeur d'université. Ça ne leur permet pas de faire un bon travail. Parce que le professeur est censé rester connecté à la recherche pour pouvoir innover. Les innovations proviennent ici des universités. Voilà pourquoi il est important à l'État de bien valoriser cette fonction d'enseignant. Et il y a une discipline des sciences de l'éducation qui traite cette matière-là, c'est la psychopédagogie, où nous voyons la notion d'intérêt et de motivation. Sans motivation ou sans intérêt, rien ne peut se faire. Et le dernier point que je vais, avant de conclure mon intervention, c'est la responsabilité de l'homme congolais. Chaque Congolais tel que nous sommes, nous avons une responsabilité parce qu'il ne faut pas que nous puissions seulement attendre que le pays fasse quelque chose pour nous. J'étais en train de dire, il ne faut pas que nous puissions attendre que le pays fasse quelque chose pour nous. Par contre, le pays attend aussi de nous quelque chose pour pouvoir contribuer à son développement. C'est quoi ce qui a comme responsabilité de l'homme congolais? Chaque Congolais doit avoir la conscience professionnelle. Par conscience professionnelle, nous faisons allusion à l'honnêteté. Nous faisons allusion aux soins dans son travail. Il y a aussi un autre élément, la compétence professionnelle. Dans la compétence professionnelle, c'est le fait de se décliner en savoir, de connaissances. Lorsque vous voulez engager des gens, ces gens-là doivent être compétents. Ils doivent faire preuve de savoir-faire en pratique et savoir-être, donc les comportements relationnels. Ainsi, quand des aptitudes physiques
Et la dernière responsabilité ou le dernier élément que tout Congolais doit avoir face à son pays ou pour qu'il contribue au développement de son pays, c'est le dévouement. Par dévouement, nous voyons, c'est l'action de se sacrifier. Sacrifier ses intérêts pour une cause. C'est la disposition. J'étais en train de dire le dévouement, c'est action de se sacrifier. Sacrifier ses intérêts, disposition à servir, à se dévouer pour une cause noble, pour son pays. C'est une des qualités qui doit faire preuve de tout et chacun de nous. Pour conclure, avant de passer au jet de questions et réponses, il est certes évident que l'éducation est la base du développement d'un pays. Si l'éducation est la base du développement d'un pays, l'université reste le thermomètre, parce que c'est là qu'on doit mesurer ce pays est développé. Voyons d'abord la qualité des universités qui se trouvent dans ces pays-là. Et si la RDC veut être citée parmi les pays émergents, l'État congolais doit faire du système éducatif congolais la priorité des priorités, et cela demande l'implication de tous les acteurs cités ci haut. Voilà, d'une manière brève, la quintessence de mon intervention de ce soir. Je remets la parole au modérateur. Merci. La parole est au modérateur pour permettre au public, et s'il y a des questions, d'intervenir. Comme ça, nous pouvons passer au jet des questions et réponses. Je vous remercie. Monsieur Benjamin, est-ce que vous êtes là? Je ne vous sens pas en ligne. J'ai fini mon intervention. J'attends les questions du public. Merci. Vraiment grand merci. Nous te disons merci infiniment pour la pertinence de votre exposé sur un sujet d'aussi grande importance pour la survie de notre chère nation. Alors, avant de passer la parole au public, je voulais juste rappeler le résumé de ce que l'orateur du jour nous a présenté. Il nous a parlé de la définition de l'éducation. Il nous a énuméré le nombre des agents de l'éducation. En plus, il a présenté les buts de l'éducation. Il a aussi parlé de l'objectif de la présente conférence. Et parmi les agents de l'éducation, il a plus focalisé la responsabilité de l'État ainsi que la responsabilité de l'homme congolais. Donc, ce sont les deux grands agents les plus responsables par rapport à l'éducation d'une nation. Ok, comme j'étais en train de faire le résumé, juste pour vous rassurer, monsieur l'orateur, je suis bien là, je faisais un petit résumé de ce que vous avez dit, c'est juste citer les points. Et actuellement, là, nous sommes curieux de savoir ce que le grand public pense de l'exposé d'aujourd'hui. Nous allons maintenant lui donner la parole pour qu'il nous présente leurs préoccupations, et notre orateur du jour est là pour tâcher répondre à nos préoccupations. Comme consigne, pour ne pas encombrer notre orateur du jour, nous allons prendre par série de 3 interventions. Donc, il faut attendre que le modérateur ait répondu aux 3 premières interventions avant que vous puissiez ajouter votre intervention. Merci beaucoup. À vous la parole. Bonsoir, chers membres. Bonsoir, monsieur le modérateur. Bonsoir, l'orateur. Merci beaucoup pour votre exposé. J'aimerais juste poser une question concernant l'éducation. Quand vous avez parlé de l'Église, l'école et le gouvernement, essayez un peu de nous expliquer comment l'Église va éduquer la population. C'est en enseignant l'évangile ou en parlant de
du patriotisme. Essayez de nous expliquer un peu comment l'Église pourra, parce que souvent, dans le cas de notre pays, vous voyez que les églises ne participent pas dans ce qui concerne le pays et tout. Voilà un peu ma question, merci. Merci, monsieur Francis Mungendi, pour la question. Vous avez posé la question de savoir comment l'Église peut éduquer la population. L'Église est parmi les agents de l'éducation parce que l'enfant, l'Église intervient sur le première base de la formation éducative de l'enfant. Là où j'ai cité les agents de l'éducation, il faut que ces 4 agents puissent, chacun à ce qui lui concerne, accomplir. Ok, merci monsieur Benjamin et monsieur Jonas pour ces moments que vous nous offrez. Merci pour la parole. Voilà, je voudrais commencer par les US, c'est une puissance, la première puissance économique mondiale, mais cependant les institutions privées sont les plus valorisées dans ces pays-là. Hein, comment expliquez-vous ces paradoxes, puisque vous êtes tantôt appuyé sur le rôle que l'État a à pouvoir investir dans l'éducation et surtout à construire des infrastructures éducationnelles pour faciliter l'accès à l'éducation pour les jeunes et promouvoir le développement de la nation. Et la deuxième question serait celle de savoir, ne pensez-vous pas que ce n'est pas les universités? Parce que quand on juge de la puissance d'un pays, on voit la capacité qu'a ces pays de pouvoir accorder de l'emploi, mais cela n'est pas forcément en fonction des diplômes obtenus à l'université. J'étais en train de dire, chaque agent de l'éducation a son rôle. Et j'ai bien signifié le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église, c'est de former ou de doter à l'enfant un esprit saint, un esprit d'honnêteté. Parce que l'enfant qui va à l'école, il reçoit la formation, c'est pour qu'un jour qu'il serve la nation. Eh bien, s'il n'est pas doté de valeurs. Je prendrais pour exemple les États-Unis et l'Allemagne, par exemple, vous voyez, sont des pays puissants, et même la Chine, pour pouvoir travailler, avoir un petit job, on n'a pas forcément besoin d'avoir des gros diplômes d'université, vous voyez. Et moi, j'estime qu'économiquement parlant, le développement d'un pays passe par les petites et moyennes entreprises, ce qui n'exige pas un diplôme universitaire, mais plutôt un investissement sérieux dans la formation des métiers. Qu'en pensez-vous? Peut-être que mes questions vont dans le sens paradoxal, donc dans le sens contraire de ce que vous prônez. C'est juste un challenge que je fais, question que nous puissions rendre les débats beaucoup plus intéressants. Merci bien. Voilà mes 2 premières préoccupations pour l'instant. Merci bien. Si l'enfant n'est pas doté de valeurs religieuses qui peut lui permettre de pouvoir bien gérer la chose de l'État. Et c'est là que l'Église joue ce rôle-là de la morale. L'Église enseigne la morale, et cette morale est beaucoup plus importante dans le chef de l'enfant. Et l'enfant, s'il n'a pas de valeur morale, vous comprenez vous-même, vous allez vous-même comprendre, lorsqu'il va finir les études, il est censé travailler. Et quand il travaille, là, il n'a pas de valeur morale. Tout ce qui revient à l'État ou à la chose publique, il peut utiliser ça dans une mauvaise manière. Et ça ne sera pas bénéfique
pour le pays. Voilà pourquoi le rôle de l'Église, c'est de former un enfant afin d'être ou de devenir un homme saint, un homme honnête, rempli de bonne morale. Merci beaucoup, messieurs, pour le deuxième intervenant pour votre question. Je voulais juste montrer ici l'importance qu'il y a lorsque l'État accorde de l'attention dans le domaine éducatif. Dans le pays que vous avez donné exemple là, que ce n'est pas forcément avoir des gros diplômes qui peut faire qu'un pays se développe, parce que l'Allemagne ou les US, dont vous avez fait mention, se développent dans les petites et moyennes entreprises. Bien sûr que oui, mais vous oubliez une chose, et que ces petites et moyennes entreprises, les créateurs de ces petites et moyennes entreprises, même s'ils n'ont pas de diplôme, mais ceux qui font fonctionner ces entreprises-là, ce sont les gens instruits. Ce sont les gens qui ont fait des études. Bien que les initiatives sont venues de ceux-là qui n'ont pas de diplôme pour créer ces petites et moyennes entreprises, mais ils ont besoin d'une ressource humaine bien formée pour pouvoir réfléchir comment l'entreprise peut être en mesure de produire. Mais sinon, s'il n'y a pas une bonne productivité, l'entreprise va tomber en faillite. Voilà pourquoi il est important qu'il y ait des personnes instruites. Et ce sont ces personnes-là qui pourront. Et je voudrais encore répondre à votre question, qu'aucun patron ne peut accepter d'embaucher quelqu'un qui n'a pas la connaissance, par exemple, dans le domaine des petites et moyennes entreprises. Là, on voit, on a plus besoin de comptables qui maîtrisent bien ces domaines-là de comptabilité. Mais si tu n'as pas fait les gestions financières, tu n'as pas fait les sciences commerciales, comment tu pourras être à mesure de faire la comptabilité dans une entreprise? Voilà pourquoi nous avons dit et revenir sur la question de l'éducation. Il faut que ces gens soient éduqués pour qu'ils soient à mesure de bien, de faire face ou de produire, de donner ce qu'ils ont comme connaissance afin de permettre le développement de ces. Alors, monsieur Lawai, je ne sais pas si c'est ça, life coach, vous comprenez que bien que et même le Congo a aussi besoin de ces gens-là, il y en a, mais l'État ne les donne pas coup de pouce. Il n'y a pas une bonne coopération entre l'État et ces gens-là qui font des initiatives de petites et moyennes entreprises. Or, lorsqu'il y a une coopération, une corrélation, c'est-à-dire l'État coopère avec ces petites et moyennes entreprises, des gens qui initient ces projets, vous verrez que cela va faire diminuer le chômage, parce que les gens qui doivent, j'étais en train de dire, les gens qui sont censés assumer des fonctions dans ces petites et moyennes entreprises, on va les trouver dans les universités. C'est là qu'il y aura des recrutements, parce que les universités forment les candidats dans tous les domaines. Eh bien, ils sont là. Je vous donne l'exemple. En juillet ici, il y aura un grand nombre de compatriotes qui seront conférés les titres de PhD, de master, et ils vont revenir au pays. S'il y a ceux qui n'ont pas encore de boulot, ils vont continuer à errer ici et là. Et vous voyez que c'est dommage. Voilà pourquoi nous sommes en train encore de revenir sur l'importance de l'éducation, sur l'importance de la responsabilité de l'État à la consommation du produit fini. Merci.
Je ne sais pas si, Monsieur Lawai, Life Coach, j'ai répondu à votre préoccupation. Voilà ce que j'avais à donner comme élément de réponse à votre question. Donc, j'ai fini de répondre à la préoccupation ou à la question de Monsieur Lawai, Life Coach. Je suis à l'attente d'autres questions. Merci. Je vous en prie, Monsieur Lawai. Nous attendons les interventions ou les questions des autres. Merci. Ok, merci beaucoup pour les questions et les réponses que l'orateur vient de donner, les éléments de réponse qu'il avait. Maintenant, nous allons prendre encore une série de 3 autres interventions et on va prendre 3 interventions avant que l'orateur ne commence à répondre. Et une fois que nous avons les interventions, il va commencer à répondre. Il ne peut commencer à répondre directement que si on ne trouve pas d'autres intervenants, alors on peut lui permettre de répondre immédiatement. Et comme il n'y a pas encore de questions, je voulais encore ajouter un autre élément sur la question de M. Lowai, en disant que dans toutes ces entreprises-là, lorsque vous allez pour négocier ou chercher les boulots, on va vous dire qu'il y a ici, pour être engagé, nous avons besoin d'une expérience de 2, 3, 4 ans. Nous avons besoin des diplômes de licence. Nous avons besoin des diplômes d'une maîtrise en ceci, en gestion, ainsi, etc., etc. Vous verrez que cela fait toujours recours aux universités. Donc, on a besoin de gens formés pour assumer ces postes-là ou ces fonctions-là. Ok, monsieur l'orateur, le temps que les amis puissent nous envoyer les questions qu'ils ont, moi j'ai des petites questions que je voulais aussi vous poser. Et que pensez-vous de la responsabilité de l'État sur le point éducatif, c'est-à-dire du point de vue financier? Par exemple, qui doit s'occuper de l'éducation de l'enfant? Et si vous pensez que l'État a quelque chose à faire, jusqu'à quel niveau l'État peut supporter l'éducation de l'enfant du point de vue financier, comme on sait que dans d'autres pays, c'est l'État qui s'occupe, dans la plupart des cas, pour l'enseignement primaire, tout ça, de l'éducation de l'enfant. Est-ce que c'est la famille exclusivement ou l'État aussi a quelque chose à faire? Si l'État a quelque chose à faire, jusqu'à quel niveau il peut continuer à supporter financièrement l'éducation de l'enfant? Ma deuxième préoccupation est de savoir, que pensez-vous du système éducatif? Les rôles que vous avez attribués à l'État congolais. Oui, ma deuxième préoccupation est de savoir, que pensez-vous du système éducatif? C'est-à-dire au-delà de l'infrastructure, au-delà d'une bonne formation professionnelle des agents de l'éducation, les enseignants, tout ça, au-delà du salaire qu'on donne aux enseignants, que pensez-vous du contenu, des messages qu'on doit enseigner aux enfants? Par exemple, depuis l'école primaire jusqu'à ce qu'ils terminent, qu'est-ce qu'on doit enseigner aux enfants? Est-ce que le contenu des messages ne peut pas influencer le développement d'un pays? Voilà mes deux préoccupations. Merci Benjamin pour vos deux préoccupations. Je voudrais commencer par la première, où vous demandez jusqu'à quel niveau l'État doit continuer à supporter financièrement l'éducation des enfants. Dans tous les pays qui se respectent, l'État supporte l'éducation de l'enfant. Il n'y a pas de limites, parce que l'État ne cesse jamais d'investir sur l'éducation de l'enfant. C'est la responsabilité première. Et dire que l'État doit cesser de supporter à un moment l'éducation des enfants, ça veut dire l'État doit cesser d'exister aussi. Donc, si l'État ne cessera pas d'exister, donc il est censé supporter l'éducation de l'enfant jusqu'à la vie. Donc, il est là pour rendre effective cette éducation de l'enfant. La deuxième préoccupation de M. Benjamin, qui s'articule sur le contenu de ce qu'il faut donner à l'enfant. C'est quoi? Parce qu'il y a
des messages qui polient les comportements et tout de l'enfant. Vous savez, j'ai très bien dit, il y a des enseignements de base qu'on donne à l'enfant pour son développement harmonieux. On parle de l'éducation physique. Quand on parle de l'éducation physique, c'est pour le développement harmonieux du corps de l'enfant. Donc voilà, je suis désolé, je suis en train de faire autre chose. Donc bref, merci encore Monsieur Benjamin. Ma question c'est de savoir, voilà la question pour Monsieur Jonas bien sûr, avec qui j'étais à refait pendant le deuil de notre frère Stéphane. Donc voilà, je disais, quels sont les éléments que vous prenez en compte pour pouvoir juger de l'efficacité d'un système éducatif face à un individu qui se présente devant vous? Comment vous jugez l'efficacité de l'éducation que la personne a pu recevoir? What do you really expect from the person? Qu'est-ce que vous espérez voir chez la personne pour juger que l'éducation a été correcte? Je voudrais quand même savoir cela parce que vous êtes spécialiste de l'éducation et je pense que vous pouvez quand même nous éclairer en petits mots, qu'on sache de quoi il s'agit réellement. Donc voilà. Merci bien. C'était ma toute petite question. Je pense que ça sera la dernière. Merci bien. J'étais en train de dire qu'il y a aussi l'éducation morale. L'éducation morale, c'est doter à l'enfant les valeurs morales, les valeurs sociétales. Ces valeurs-là vont permettre à l'enfant qu'il soit en mesure de bien se comporter partout où il va. Dans toutes les sociétés des êtres humains, il ne va pas rencontrer de problème parce qu'il a été doté de valeurs morales. Voilà, grosso modo, en dépit de ces valeurs-là, il y a des notions qui s'ajoutent pour le développement intellectuel de l'enfant. C'est là où on parle de l'instruction. Parce qu'ici, nous devons essayer de faire... je voudrais que nous puissions essayer de faire une petite nuance qu'il y a entre éducation et instruction. L'instruction se trouve dans l'éducation. Mais l'éducation, on veut faire de l'enfant. Il y a plusieurs pédagogues qui ont défini l'éducation, chacun à sa manière. Je n'ai pas voulu évoquer toutes ces définitions-là. Par exemple, Soteli qui a dit éduquer un enfant, c'est développer un homme, un cœur sain dans un corps sain. Là, c'est d'après Soteli. Donc, quand vous éduquez un enfant, vous êtes en train de développer en lui un homme d'un corps sain dans une âme saine. Quelques petits éléments à vos deux préoccupations, M. Benjamin. Je voudrais maintenant passer aux interventions ou à la question de M. Giulio. Je prends d'abord connaissance de lire la question avant de pouvoir répondre. Je voudrais réagir à l'intervention de M. Giulio qui dit que retenir des enfants qui te saluent, toi ça va, allons-y encore sur la mécanique des styles de vie qui nous pouvons appeler pasteurs et qui nous pouvons appeler héros chez nos politiciens. Merci. Vous savez, l'éducation, c'est quelque chose qui veut donner à l'enfant des valeurs cardinales. D'abord, si nous nous limitons sur les niveaux éducation tout court comme étant un art d'élever, de former un enfant, afin de lui permettre d'avoir les capacités où l'éducation veut former cet enfant, de lui doter de valeurs morales. Et s'il y a aujourd'hui
l'évolution de la technologie, on parle aussi de l'éducation diffuse. Mais je vais vous dire, l'éducation diffuse aussi a des avantages et des désavantages. Tout n'est pas mal pour quelqu'un qui apprend sur la rue. Donc, il y a des choses à sélectionner et des choses à ne pas prendre. Alors, si on parle de la télévision, on voit tout. Ben, c'est là où j'ai parlé de les agents de l'éducation, parce que la télévision, l'enfant ne la suit pas à l'université ou à l'école. L'enfant la suit à la maison où il est avec ses parents. Donc, ses parents sont censés lui dire ce qu'il doit suivre ou ce qu'il ne doit pas suivre. Pour ajouter à la question de M. Giulio, et pour finir avec cette question, aujourd'hui, si il se pose la question là de la pollution des télévisions et tout etc. Mais il y a aussi moyen de contrecarrer ça par les systèmes de contrôle. Les parents, à partir de son téléphone, il peut contrôler les programmes que les enfants doivent suivre sur leur télévision. Et il peut sélectionner quel programme suivre, quel programme ne pas suivre. Et c'est là où revient la responsabilité des parents, le rôle des parents. C'est pour aider à l'enfant ou doter à l'enfant une éducation de base. Donc il ne doit pas se substituer à une autre personne. Il est là, à la maison. Voilà, je ne sais pas s'il y a une autre question que je n'ai pas encore répondu. Peut-être s'il y en a que je n'ai pas répondu, le modérateur peut me faire signe pour des raisons d'oubli, quoi. Merci beaucoup. Si j'ai répondu à toutes les questions, on peut passer à la prochaine étape des 3 autres questions et nous continuons avec notre conférence. Merci. Merci, monsieur la life coach. Vous savez, si nous nous situons sur le plan professionnel, là nous voyons plus l'instruction. Parce qu'on sous-attend que la personne a été bien instruite, il a suivi son cursus universitaire, il est sorti et on l'attend dans le milieu du travail. Et à ce stade, si je peux me permettre de répondre à votre question, comment savoir si telle ou telle personne a été bien formée? C'est sur base des éléments qui, d'abord, lorsqu'on demande les dossiers du candidat, le candidat présente son dossier. À la fin, il peut être, là c'est dans le processus de recrutement. On a besoin de savoir d'abord le niveau du candidat. Est-ce que les documents qu'il présente sont valables ou pas? Et après, ce candidat peut être soumis à un test d'embauche. Ce test-là ne peut que identifier ses capacités et aptitudes intellectuelles pour faire face ou pour assumer le poste dont il a postulé. Et c'est sur base de cette technique-là qui peut vous signifier que cette personne a les aptitudes requises pour accomplir cette tâche. Sur le plan maintenant éducationnel où on voit le volet éducation, parce que n'oubliez pas que souvent nous disons cette personne est bien éduquée. On peut être bien éduqué, mais sans instruction. C'est-à-dire quoi? Vous avez reçu l'éducation de base. Ce n'est pas tout le monde qui va à l'université. Vous verrez des gens qui n'ont pas atteint le niveau ou le stade de l'université. Mais ces gens-là, on dira d'eux qu'ils ne sont pas instruits. Parce qu'il leur manque les capacités intellectuelles.
ils n'ont pas les aptitudes requises. J'étais en train de dire, ils n'ont pas les aptitudes requises pour faire face à tel ou tel, pour assumer tel ou tel poste. Mais on dit, cette personne est bien éduquée. Donc l'éducation de base, c'est qu'on dit l'éducation morale, l'éducation physique, les bonnes manières, la base qui fait que la personne ait de bonnes conduites dans la société. Parce que et cette éducation de base est plus transmise par le parent. C'est le parent qui dit, tu vois cette personne à l'âge de ton frère, toute personne qui a l'âge de ta mère, c'est ta maman. Toute personne qui a l'âge de ton frère, c'est ton frère, il faut le respecter. Toute personne qui a l'âge de ton père, c'est ton père, il faut le respecter. Même s'il n'est pas de notre famille. Vous avez compris que, de par l'attitude ou le comportement que manifeste la personne, vous pouvez vous-même, sans passer par un test, dire que, en tout cas, cette personne est vraiment d'une bonne éducation. La personne peut, j'insiste, là je suis en train de vouloir encore faire une nuance entre éducation et instruction. Il y a toujours une petite nuance. Mais lorsqu'on parle de l'éducation intégrale de l'homme, on voit maintenant l'instruction où on trouve les aptitudes intellectuelles, les capacités à faire ceci, les savoir-faire, les savoir-être, etc., etc. Voilà un peu, Monsieur Lawai, la réponse à votre question. Merci. Et je suis en face de la question de Monsieur Extraboy. Merci pour votre question. Vous nous avez posé la question de savoir, est-ce que vous avez confiance à notre système éducatif? Simultanément, je réponds d'abord, oui, j'ai confiance à notre système éducatif. Parce que si je dis je n'ai pas confiance à notre système éducatif, je suis en train même de remettre en cause tout ce que j'ai appris. Parce que aujourd'hui, si je suis en train de faire le master en Chine, c'est sur base de ce que j'ai reçu de part de notre système éducatif. Et le deuxième volet de votre question est de savoir, est-ce que la RD Congo peut copier certains partis qui nous sera plus favorable pour une jeunesse plus active, parce que le Japon est le pays que j'apprécie beaucoup de leur système éducatif plus instruit et travailler de groupe. Oui, monsieur Extraboy, vous avez totalement raison. Et j'ai aussi le même avis que vous. Nous avons besoin, pas copier. Copier, ça devient d'un sens là qui n'a pas son pesant d'or, mais nous devons juste nous référer. C'est là où je fais appel à l'éducation comparée. L'éducation comparée nous aide à... J'étais en train de dire, l'éducation comparée nous aide à examiner notre propre système éducatif et les autres systèmes, les systèmes éducatifs des autres pays. Voir qu'est-ce qui ne va pas chez nous. Qu'est-ce qui est bon chez nous? Qu'est-ce qui est mauvais chez nous qu'il faut corriger? Et qu'est-ce qui est bon chez les autres qui peut nous être bénéfique ou que nous pouvons prendre et ajouter sur ce que nous avons déjà pour pouvoir améliorer notre système éducatif. Donc, il n'est pas mal de pouvoir prendre ce qui est des autres et l'amener pour l'amélioration de notre système éducatif. C'est très important. Pour finir à votre intervention, je voudrais juste vous informer que même le système éducatif que nous utilisons aujourd'hui nous a été légué par c'est un système éducatif belge et les Français. Donc, il n'est pas mal aujourd'hui s'il y a des choses qui sont bonnes dans le système éducatif japonais, chez nous. Nous pouvons le prendre et les amener chez nous,
afin d'améliorer le nôtre. Et cela peut faire avancer et améliorer davantage le système éducatif congolais. Merci beaucoup pour votre question. Je pense que j'ai fini à donner les éléments de réponse, tant soit peu à votre préoccupation. Merci beaucoup. Monsieur le modérateur, je pense que j'ai apuré les questions qui ont été posées dans cette dernière vague de 3 questions. S'il y en a une des questions que je n'ai pas répondu, essayez de me tenir informé, comme ça je pourrai répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur l'orateur, pour les éléments de réponse que vous avez fournis. Maintenant, nous allons prendre encore une autre série de 3 intervenants. Nous allons commencer par monsieur Alec qui avait demandé la parole avant. Et puis après lui, il y aura encore 2 intervenants qui sont autorisés à poser leurs questions pour le moment. Je rappelle encore au public qu'il faut attendre qu'on termine d'abord avec les interventions avant que vous puissiez ajouter votre question. Donc, vous avez la parole, monsieur Alec, et puis 2 autres intervenants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Benjamin, pour l'accord de la parole. En fait, je vous remercie tous l'équipe animatrice, comme vous l'avez appelé vous-même. Donc là, je vois également l'orateur principal de ce soir, qui est en train de partager sur les thèmes aussi importants que l'éducation, en fait, les socles du développement de la République démocratique du Congo. Franchement, je vous dis grand merci pour votre exposé et la hauteur de vos réactions aux préoccupations qui sont posées. D'ailleurs, je sens déjà dans vos réactions que vous avez même tenté d'épuiser mes préoccupations, mais du moins, j'ai quand même à dire, d'autant plus que j'avais déjà sollicité la parole. En fait, ici, je vais d'abord partir pas vraiment d'une question, mais justement compléter l'intervention que vous avez justement bien voulu, les éléments de réponse que vous avez bien voulu accorder à une intervention. C'était autour des questions telles qu'il fallait plus développer les PME. Oui, je pense que les PME sont vraiment importantes dans une nation puisque ça va peut-être aussi constituer une classe moyenne entre les 2 extrêmes sur le plan social, quoique je ne sois pas du domaine des finances ou quoi, ou de l'économie, mais du moins, nous savons déjà qu'il s'agisse des États-Unis ou de la Chine, leur soubassement sur le plan de leur développement tire en fait sa source, si vous voulez, cette redondance, ça tire en fait leur source de la recherche. Puisque la recherche, même quand il faut conduire ces petites et moyennes entreprises, si la recherche est justement adaptée aux questions qui se posent dans la société, et de cette façon-là, on pourra d'ailleurs bien orienter à cela qu'on peut même accorder, soit les petits crédits ou quoi, ou encore bien encadré sur base de résultats des recherches qui font que les gens peut-être ne soient pas en mesure de bien conduire leur PME, parce qu'il y a aussi des problèmes comme ça, parce que chez nous au pays, il y a quand même des structures organisées, étatiques, qui prennent ces organisations-là, mais malheureusement, les gens qui peuvent prendre ça des prêts ne savent pas bien utiliser, bien affecter leurs petits moyens. C'est pour dire que la recherche a vraiment un primaire de ce que nous devons faire dans la vie. D'autant plus que la recherche, c'est pratiquement l'essence même des solutions ou des systèmes de solutions aux problèmes qui peuvent se poser au sein de la société. Voilà pourquoi est-ce que ce thème, vraiment, quand vous l'avez annoncé, monsieur l'orateur, personnellement, j'étais bien flatté et je ne suis pas non plus dessus parce que vous avez vraiment été à la hauteur de cette animation de ce soir. Mais là, moi, je vais revenir sur les axes prioritaires, puisque vous avez quand même cité certains axes qu'on devra peut-être améliorer ou
qui doivent attirer l'attention justement pour que notre éducation soit à la hauteur de pouvoir répondre aux besoins de la société. Désolé de la petite interruption, vraiment, mais sinon je suis là. Je disais que quels sont vraiment, en fait, les axes prioritaires, si nous pouvons les considérer, puisque nous savons déjà que notre système éducatif a des faiblesses, par exemple, sur le plan du budget accordé, par exemple, au fonctionnement de l'éducation d'une manière globale, sur les budgets de l'État, accordé justement au secteur éducatif. Il y a vraiment des problèmes à ces niveaux-là. Et peut-être aussi notre éducation a aussi un autre problème que je peux, moi personnellement, aussi épingler en termes du contenu qui est, en fait, les contenus qui sont dispensés. Et les gens, il y en a qui traitent ces contenus des littéraires, et pour dire que les autres veulent un contenu plus pragmatique, comme vous voulez bien l'évoquer, Monsieur Marc, justement, dans son intervention, certainement, il voulait aller dans ce sens-là. Et aussi, la langue de transmission, parce que déjà les Français posent énormément de problèmes. Et puisque si nous pouvons pas me comparer ici certains petits pays, permettez-moi les termes, en termes en fait de superficie, Myanmar par exemple, ils enseignent vraiment dans leur langue maternelle jusqu'à parfois à l'université. Évidemment, les langues internationales, celles qu'on appelle aujourd'hui langues internationales, ou que l'on peut parler un peu partout à travers le monde, ces langues, les gens qui veulent les étudier vont dans ces écoles justement pour les apprendre. Mais du moins chez nous, on a déjà une difficulté aussi des canaux de transmission. Et toujours dans les cadres de des problèmes qui sont en rapport avec les contenus ou les programmes qui sont enseignés chez nous, il y a aussi la personne même qui intervient, c'est-à-dire l'enseignant. Mais l'enseignant, vous allez essayer de comparer l'enseignant, la valeur qu'on lui accorde au Congo n'est pas vraiment cette même valeur comme vous l'avez déjà évoqué, mais moi je crains qu'on en parle des gros salaires, parce que les gros salaires vraiment ne peuvent pas directement résoudre le problème de l'enseignant. D'autant plus qu'il y a certains domaines au pays qui en fait, les gens touchent peut-être des gros salaires, mais pour quelle finalité ou pour quel rendement du travail qui est abattu à ces niveaux-là, ou de quelle manière que l'on applique les rendements des travaux qui sont abattus par les gens qui touchent gros. Donc, vous voyez tous ces éléments-là, c'est là où je reviens en fait sur le fait que la sensibilisation, la moralité, l'éthique et la déontologie, sinon c'est ce que vous avez aussi appelé le dévouement. Et moi, je parle plus en termes du patriotisme, sinon l'amour de sa patrie. Donc, ces caractéristiques-là sont tellement importantes que, même si vous n'avez pas étudié, vous n'êtes pas permis à faire n'importe quoi, vous savez que ceci, on ne peut pas les faire pour le développement de notre pays. Voilà, en fait, je n'avais pas vraiment de préoccupations, mais je reviens justement pour dire que si, à votre niveau, s'il faudra peut-être que je finisse, quoique je disais que je n'ai pas de préoccupations, à votre niveau, si vous pouvez nous donner quels sont vraiment les axes prioritaires ou un axe prioritaire par lesquels nous devons débiter à apporter des améliorations dans notre système éducatif. Lesquels cet axe-là, prioritaire, que l'on doit d'abord attaquer justement pour essayer de solutionner en début des solutions des problèmes qui se posent au sein de notre système éducatif. Voilà en fait, monsieur l'orateur, ce que je peux relever comme petit problème, et donc je retourne la parole à la modération pour ne pas monopoliser justement les camps des gens qui parlent. Merci bien. Merci, monsieur Alain. J'ai suivi votre intervention. Vous avez presque revenu sur mon exposé et certains éléments que j'avais déjà évoqués si haut. Ben, si je peux essayer d'apporter une touche dans une de vos préoccupations où vous avez parlé du contenu. Certes, tout système éducatif a besoin d'une innovation. Donc, il ne faut pas seulement rester à dispenser les mêmes contenus depuis des années. Il y a vraiment besoin d'une innovation. Et pour que cette innovation soit effective,
c'est là que nous revenons toujours. Nous sommes en train de revenir toujours à la responsabilité de l'État congolais sur le financement. Vous savez, si j'ai insisté sur le rôle des universités, et même dire l'université, c'est un thermomètre pour regarder, pour juger un pays s'il est développé ou pas. Parce que c'est à partir des universités où les innovations proviennent. Le professeur est censé mener à fond les recherches. Mais comment il peut y arriver pendant qu'il n'est pas motivé? L'État n'alloue pas de fonds pour des recherches. Je voudrais juste prendre l'exemple, vous et moi, nous sommes en train d'étudier ici en Chine. Vous connaissez très bien combien le gouvernement chinois accorde de l'importance à l'éducation, plus particulièrement dans le domaine de la recherche. Parce que les universités sont là pour faire des investigations, pour aller découvrir les éléments nouveaux à apporter. Ce n'est pas croiser les bras, rester là où vous allez améliorer un système éducatif. Un système éducatif doit être amélioré par des chercheurs, le professeur d'université. C'est celui qui est censé mener des recherches, si je peux encore redire, pour éviter la redondance, afin d'apporter ces améliorations-là. Vous comprenez? Et pour ce faire, l'État est censé donner des financements, financer les universités, payer bien l'enseignant, le professeur. J'avais fait mention de ça. Si vous revenez sur mon intervention, vous allez trouver que j'avais brossé tous ces éléments-là qui montrent combien l'État congolais a démissionné. Il y a dans le cours de management, non, de gestion des ressources humaines, je pense, on parle des missions régaliennes de l'État. Parmi les missions régaliennes d'un État responsable, l'éducation aussi. Donc, est-ce que l'État congolais aujourd'hui assume ses responsabilités pour pouvoir permettre à la jeunesse congolaise d'étudier bien? Nous parlons aussi, revenons sur l'éducation ou l'enseignement au rabais. Mais pourquoi aujourd'hui on parle de l'enseignement au rabais? Parce qu'un enseignant qui n'est pas motivé ne peut pas donner le meilleur de lui-même. Et pour votre information, ce n'est pas à l'université où on apprend à bien écrire ou à bien parler français. Non. C'est à l'école primaire. C'est ça la base, le socle aussi pour permettre à l'enfant d'avoir un enseignement de qualité, une formation de qualité. Mais regardez ce que nos enseignants de l'école primaire et secondaire touchent. C'est dommage. Je ne peux pas entrer dans cette polémique-là. Vous et moi, nous venons du Congo, nous connaissons parfaitement très bien. Donc, il faut que l'État puisse prendre les choses en main. C'est là où j'ai parlé encore, j'ai fait mention de la connexion de l'État et les universités. C'est pour permettre, lorsque l'université est là, a comme mission de former des cadres afin de les lancer dans le marché d'emploi. Combien cette année ici, l'université congolaise va former des cadres? Et ces cadres-là seront embauchés? La question reste pendante. Chacun de nous a la réponse. Ce n'est pas à moi de donner la réponse à cette question. Donc,
l'État ne consomme pas les produits qui sont produits par les universités, c'est-à-dire les étudiants qui terminent les études, ils errent ci et là pour la recherche des boulots. Et quand ils arrivent, il y a parfois même, on ne sait pas dans quelle entreprise publique on embauche. Non, ça devient quelque chose de familial. Quand tu as ton frère là-bas, il te connecte, même si tu ne réponds pas aux critères. Et c'est ça qui tue encore le pays. Nous devons tenir compte de cet élément-là. C'est là où j'ai fait mention de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, l'élève qu'il faut dans l'option qu'il faut. Voilà, Monsieur Alain, je ne sais pas s'il y a un autre élément de votre question que je n'ai pas, ça m'est passé en tête. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout ce que vous avez comme préoccupation. Merci beaucoup. Monsieur le modérateur, à vous la parole. Je suis toujours à votre disposition et à la disposition du public. Merci. J'attends les autres questions, s'il y en a. Merci, monsieur l'orateur, monsieur Jonas, pour les éléments de réponse. Et nous rappelons encore au public que vous avez toujours la parole. Jusque-là, on n'a qu'une intervention. S'il y a encore d'autres interventions, nous sommes à votre disposition et notre orateur est là pour bien tâcher de répondre à vos préoccupations. Merci beaucoup. Alors que nous sommes toujours à l'attente des interventions, je voulais juste récapituler l'essentiel de la présentation de notre orateur du jour. Il a parlé de la définition de l'éducation. Il a présenté les agents de l'éducation dans la famille, l'église, l'école. Et le but de l'éducation, c'est faire d'un enfant, de devenir un homme bon dans la société, utile pour la société. Et puis, il a parlé depuis de la conférence. C'est que nous devons retenir que l'éducation est incontournable, le socle même du développement pour une nation. Alors, pour ce qui concerne les responsabilités majeures reviennent à l'État et puis à l'homme congolais dans son ensemble. Et il a essayé d'énumérer les rôles que l'État doit jouer dans les systèmes. Il a parlé des rôles que l'État doit jouer dans les systèmes éducatifs, notamment l'éducation nationale, où il a parlé de l'ensemble des services publics chargés de l'éducation de l'enfant. Il a aussi parlé de mettre en place les infrastructures nécessaires pour une éducation de qualité et il a parlé du recrutement du personnel qualifié pour assurer une bonne qualité de l'éducation, où il a encore parlé en profondeur de GRH, gestion des ressources humaines et puis l'analyse du travail. L'État a encore l'obligation ou la responsabilité de rester connecté aux universités pour consommer les produits qui viennent de l'université. Et l'État a encore la responsabilité de valoriser la personne enseignante. Pour ce qui concerne la responsabilité de l'homme congolais, c'est d'abord la conscience professionnelle, l'honnêteté et puis les soins, les compétences professionnelles et puis le dévouement. Là, il a parlé que c'est l'action de se sacrifier pour une cause. Voilà un peu le résumé, les grands points sur lesquels l'exposé a assez attelé. J'ai comme l'impression que toutes les préoccupations ont été épuisées jusqu'à présent, mais nous espérons peut-être que les amis qui n'ont pas pu nous suivre en direct, comme l'émission est enregistrée, ils pourront venir et prendre connaissance de ce dont on a discuté et peut-être qu'il y aura des préoccupations. Alors dans ce cas, nous les conseillons que s'il y a des préoccupations, ils peuvent même me contacter inbox notre orateur du jour pour continuer à discuter avec lui parce que c'est un sujet qui est très important pour nous et pour notre nation. Ok, nous disons merci à tous nos amis qui ont participé activement pour la réussite de cette intervention, la réussite de cette conférence. Nous espérons bien que tout ce que nous avons pu partager ensemble pourra nous aider, nous être utile pour que nous les mettions en pratique dans les jours à venir et voir notre pays émerger pour évoluer, pourquoi pas jusqu'au développement. Alors, avant de clôturer notre émission d'aujourd'hui, je voulais bien redonner la parole à notre orateur du jour. S'il a quelque chose, il peut placer les derniers mots qu'il a pour la présente conférence et nous allons le suivre. Merci bien, monsieur le modérateur. Je pense que notre programme de ce soir a touché à sa fin. Si je peux ajouter quelque chose, c'est juste en termes
des conseils à tout et chacun de nous. Vous savez, comme je l'ai dit l'autre CEO, il ne faut pas seulement que nous puissions attendre que le pays fasse quelque chose pour nous. Nous aussi, nous devons faire quelque chose pour le pays. Et cela fait appel au sens du patriotisme. Aimer le pays. Aimer son frère congolais. Si nous sommes dotés de ces valeurs-là, ça va permettre à ce que aujourd'hui, tu es en train de dire, si tout Congolais a ces sens-là, est doté de ces valeurs-là, cela peut permettre à ce que le développement du pays soit effectif. Mais si nous n'avons pas tous une même attitude envers notre nation, il nous sera difficile d'aller de l'avant. Merci à tous qui ont participé, qui ont accordé leur temps pour nous écouter ce soir. Merci à la coordination qui a pris cette initiative de nous réunir autour de ce groupe chat afin de débattre des questions d'ordre sociétal. En tout cas, grand merci au modérateur aussi. Merci. Ok, et voilà, nous sommes à la fin de notre conférence d'aujourd'hui. Il faut le dire que c'était un grand plaisir et puis trop édifiant. D'abord, la qualité des sujets, la pertinence des interventions. Nous tenons ici à remercier de façon très sincère la coordination de notre grande famille, la CCFC, pour l'initiative et pour tous ceux qui sont en train de mettre en œuvre pour promouvoir notre formation et maximiser l'état que nous sommes en train de passer ici en Chine. C'est vraiment une très bonne chose. Nous vous encourageons dans ce sens-là, monsieur le président et tout votre comité. Vraiment un grand merci. Et nous tenons de façon particulière à adresser nos remerciements à notre orateur du jour, monsieur Jonas Kakunga Hassan, pour le travail abattu. Je sais que ça lui a coûté de l'énergie, ça lui a coûté de la concentration et beaucoup plus encore le cœur pour chercher le meilleur et venir nous présenter ici. C'est vraiment un grand merci. Nous sommes reconnaissants, monsieur Jonas, pour le travail que vous avez abattu et ça nous a édifié. Ça sera toujours bénéfique pour notre communauté, pour la grande famille. Encore une fois de plus, merci. Et nous ne pouvons pas terminer notre conférence d'aujourd'hui sans dire encore un grand merci particulier à tous nos auditeurs. Je sais que vous avez été nombreux en train de suivre l'émission. Même si vous n'avez pas réagi en posant des questions, nous savons que vous avez trouvé au travers de cette conférence beaucoup de choses qui vous ont aidé aussi à augmenter votre connaissance en la matière. Et je sais que même lors des interventions des uns comme les autres, vous avez aussi appris beaucoup de choses. Nous vous disons sincèrement merci et nous vous encourageons toujours à continuer à suivre les conférences qui vont continuer à avoir lieu dans notre WeChat group. Merci beaucoup à vous. Encore de plus, merci pour ceux qui ont participé activement en donnant leurs points de vue, leurs interventions, leurs ajouts et leurs préoccupations au cours de cette émission. Nous en sommes très reconnaissants. Ça a permis que les débats soient vraiment actifs et puis intéressants, interactifs. Nous vous remercions beaucoup pour vos interventions. Merci de nous avoir accordé l'opportunité d'apprendre par vos interventions et par vos réactions. Merci beaucoup. Grand merci à toute la famille. Quant à moi, c'était un plaisir d'être à votre service ce soir et je vous remercie. Nous sommes toujours là par la grâce de Dieu. Nous allons continuer à suivre les activités qui se déroulent dans notre communauté. Alors, tout est fait. Nous vous disons merci et donc maintenant nous déclarons que notre conférence d'aujourd'hui est clore. Merci beaucoup. Bonne nuit à vous tous. Bye.